Bonjour à tous, nous allons tout doucement commencer ce webinaire. Bienvenue et merci pour votre présence ce soir. Nous parlerons d'écomatériaux et plus particulièrement d'isolants biosourcés. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré, donc si vous ne voulez pas apparaître, n'oubliez pas de couper vos caméras. Pendant le webinaire, vous pourrez poser vos questions via le chat. Alice se chargera de les récolter et de me les transmettre oralement. Nous avons donc 1h15 devant nous. D'abord, on va commencer par 15 minutes d'introduction par notre partenaire, le cluster éco-construction, dont la mission principale est de dynamiser le réseau de l'éco-construction. Et ensuite, 1 heure de questions-réponses avec des intervenants. Nous avons reçu plus ou moins 20 questions à l'avance, donc merci à vous pour votre participation. Et je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat également. Nous avons le plaisir d'accueillir 6 intervenants ce soir, tous spécialisés dans leur domaine, et je vais rapidement vous les présenter. On a d'abord Gramiterm qui fabrique des panneaux isolants avec de l'herbe, la seule entreprise au monde pour l'anecdote. Isoemp qui propose entre autres des blocs de chambre, du béton de chambre et d'autres produits comme le mortier-colle. Isoproc qui est fournisseur de panneaux de cellulose. Ils ont d'ailleurs une carte des entrepreneurs qui travaillent avec eux sur leur site, donc je vous invite à le consulter si ça vous intéresse. Et l'entreprise Otra, qui est basée à Liège, qui est spécialisée depuis plus de 20 ans en rénovation des bâtiments avec la pose d'écomatériaux, qui est d'ailleurs en partenariat avec plusieurs intervenants présents aujourd'hui, comme par exemple Gramiterm, Isoemp et Isoproc. Nous avons aussi PailleTech, qui est une coopérative en construction qui utilise de la paille, la toute première en Wallonie. Ils fournissent des panneaux porteurs, des cloisons et des planchers. Et pour finir, Wool Concept, qui fournissent des rouleaux en laine de bouton fabriqués 100% en Belgique. Bienvenue à eux, merci également pour votre présence. Nous sommes ravis que vous ayez tous répondu à l'appel et nous espérons que les échanges seront constructifs pour vous aussi. Alors, je vous propose de commencer par les questions un peu plus générales. La première est, quels sont les avant... Ah, pardon, excusez-moi. On va d'abord commencer par l'introduction éco-cluster. C'est où? Je sais pas comment il faut faire. On ne s'est pas mis d'accord avec Yvain qui commençait. C'est toi. Alors, partager l'écran. Non, partager l'écran. Bon, vous voyez mon écran? Oui. Ok, mieux comme ça. Donc, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Sybille Cavalier, je travaille au cluster éco-construction et je voulais, dans le cadre de cette soirée, vous faire une toute petite info sur les produits biosourcés qui donnent accès à la prime à la rénovation, puisque c'est un petit peu le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, en quelques mots, présenter le cluster éco-construction. Donc, c'est un réseau d'entreprises qui regroupe des entreprises donc, actives dans le secteur de l'éco-construction, qui a été créé en 2003 à l'initiative des acteurs du secteur qui étaient pionniers dans leur domaine. Ensuite, le cluster a été officiellement reconnu par la région wallonne en tant que cluster et depuis, il est soutenu par la région wallonne et il représente le secteur auprès des instances publiques. Alors, qui sont les membres du cluster éco-construction? Il y a environ 250 entreprises, dont de nombreux architectes, des négociants en matériaux de construction écologiques et biosourcés, des producteurs de matériaux, des fabricants, beaucoup d'entreprises de construction bois, des artisans, aussi le secteur non marchand avec les hautes écoles et les universités qui sont représentées et également des entreprises de formation par le travail. Alors, le cluster a pour mission de créer des partenariats entre les entreprises. Attendez, j'ai fait une fausse manœuvre, voilà. J'avais les petites photos qui étaient sur le côté, je ne voyais plus mon texte. Donc, également d'aider au développement des nouvelles activités et de produits, de pousser le développement technologique, d'aider les entreprises à monter en compétences, aussi de faire la promotion du secteur et des entreprises wallonnes actives en éco-construction en Belgique et à l'étranger, également vis-à-vis des pouvoirs publics. Et dans le cadre de projets européens pour lesquels on travaille, on a aussi l'occasion de faire du benchmarking et de voir un peu à l'étranger ce qui se fait et d'essayer de créer et d'apporter des échanges
d'échanges avec des entreprises basées et des organismes basés dans nos pays voisins. Alors, en Wallonie, il y a un vivier assez riche d'entreprises productrices de matériaux de construction ou d'isolants biosourcés. Donc, nous avons sur le territoire wallon des producteurs d'ouate de cellulose, des producteurs de panneaux acoustiques, de panneaux souples d'isolants à base de laine de mouton ou à base d'herbe, également des fabricants de blocs de chaux-chanvre. Et le secteur de la construction paille est aussi bien représenté avec plusieurs entreprises. La construction bois est aussi très bien représentée sur le secteur wallon. Alors pourquoi avoir créé le label produit biosourcés? Eh bien, c'était pour donner aux consommateurs une vision un petit peu plus claire parmi tous les labels qui existent concernant voilà, les produits écologiques en général. Il est difficile de s'y retrouver. Et donc, le label biosourcé se base sur une norme européenne qui mesure la quantité de matière biosourcée contenue dans un produit. Et le résultat de cette analyse donne lieu à un chiffre assez clair, un pourcentage, donc 80, 85, 90, 99%. Donc, ça permet aux consommateurs d'avoir une vision très claire et de pouvoir comparer les produits. Ça aide aussi les entreprises wallonnes à pouvoir, les producteurs de matériaux wallons, à pouvoir obtenir ce label de manière assez facile. Donc, le label produit biosourcé, le voici, vous pouvez facilement le reconnaître. Il est aussi joint de son petit logo filière wallonne pour les entreprises dont les matières premières qui entrent dans la fabrication sont dans un rayon de 300 km maximum du lieu de production. Alors, voici les entreprises dont plusieurs sont présentes ce soir, qui ont déjà obtenu le label produit biosourcé en faisant la demande au niveau de la Belgique. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a le site label produitbiosourcé.be sur lequel, si vous faites une recherche dans produits et isolants, vous aurez toute la liste des isolants belges et français qui sont reconnus par le label et qui contiennent donc minimum de 70% et plus de matériaux biosourcés. Alors, en ce qui concerne les projets et les demandes de primes, il s'agit alors de se rendre sur le site de la région wallonne et de trouver tout dans le fond de leur site, dans vraiment les dernières lignes, en tout petit, une liste, vous pouvez cliquer sur la petite liste des isolants biosourcés éligibles pour les primes habitation et les primes toiture, travaux de moins de 3 000 €. Alors là, vous avez la liste exhaustive, non exhaustive, parce qu'il y en a encore qui sont mis à jour. Vous voyez, elle a été mise à jour le 19 du 10, donc il y a environ 3 semaines. Et voilà, j'ai des contacts réguliers avec le service énergie du SPW pour mettre à jour cette liste au fur et à mesure. Tous les produits dont voilà, nous avons cité plus haut se retrouvent dedans et d'autres sont encore à venir. Voilà, moi, ça en est terminé pour ma petite intervention. Donc, vous pouvez me joindre au cluster éco-construction au 080 810 310 ou par email et j'essaierai de répondre à vos questions. Merci de votre attention. Bien, bien le bonjour. Donc, je suis Yves Sténon, je suis l'architecte du cluster. Donc ici, je vais un peu m'attarder sur finalement pourquoi est-ce qu'on utiliserait des matériaux biosourcés plutôt que d'autres. Donc j'ai quelques slides à ce sujet. Ne vous en faites pas, on ne va pas trop rentrer dans la technique. Hein. Restons qualitatifs à ce stade-ci. Hein. Alors, pourquoi des matériaux écologiques? Vous voyez, je veux dire ici, quand on parle de matériaux écologiques, c'est un matériau qui est respectueux de son territoire, qui est produit localement, qui est sain et qui est mis en œuvre par un savoir-faire de proximité. Alors, oui, évidemment, si je ne partage pas mon écran, ça ne va pas le faire, évidemment. Hop. Partager mon écran. Hop. Et voilà.
ce sera mieux. Voilà. Donc, je disais, voilà, donc un matériau écologique. Alors, pourquoi? Évidemment que dès qu'on est dans des produits plutôt locaux ou en tout cas des, je veux dire, des main-d'œuvre locales, évidemment, on enrichit l'économie locale et on n'enrichit pas les pays éloignés à l'autre bout de la planète. Inciter au travail bien fait, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on a des matériaux écologiques, bien, il y a un savoir-faire qui va derrière au niveau de la mise en œuvre, hein, et donc des attentions particulières par rapport à ce type de matériaux, hein, je veux dire, et donc forcément, on est bien, je veux dire, on améliore finalement la compétence des entreprises qui mettent en œuvre ce type de matériaux. Être financièrement accessible, on en dira un mot par la suite. Donc effectivement, je veux dire, on sait qu'actuellement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le prix d'achat, je veux dire, des matériaux biosourcés, des isolants biosourcés, eh bien, les isolants en eux-mêmes ne sont pas plus chers. Maintenant, évidemment, il y a la question de la main-d'œuvre et les différences de prix se marquent, on le remarque, surtout au niveau de la main-d'œuvre, justement. Alors, évidemment que lorsqu'on utilise des matériaux renouvelables et biosourcés, eh bien, on garantit une certaine autonomie en approvisionnement de matières premières. Hein, et donc, évidemment, je veux dire, c'est bon pour la planète dans son ensemble, puisqu'on sait bien que lorsqu'on parle disons, de matières fossiles ou d'origine fossile, prenons des isolants synthétiques notamment, hein, dont on sait par exemple que le polyuréthane, je veux dire, c'est finalement une espèce de mousse de pétrole, hein, donc on est bien dans des produits fossiles, ils sont très dépendants finalement de la conjoncture liée, je veux dire, aux guerres, je veux dire guerre tout court d'ailleurs, guerre des matières premières, guerre de l'énergie, et donc forcément, à un moment donné, ça a un impact sur le prix. Savoir que, puisqu'on parle du polyuréthane, je sais bien que ce n'est pas évidemment un beau matériau, eh bien, on a le prix a doublé dans les 9 derniers mois. Alors que pour des isolants biosourcés, la courbe a eu tendance à s'aplatir. Et donc, finalement, on se retrouve actuellement avec des matériaux biosourcés qui sont de la même gamme de prix que des matériaux synthétiques. Alors, évidemment, je veux dire, ici, on a, je veux dire, par exemple, finalement, 1 mètre carré. Donc, on a la liste ici de l'impact finalement de tous ces matériaux sur la planète. Hein, je veux dire, on voit en dernier lieu là, le polystyrène extrudé. Bon, évidemment, voilà un matériau qu'on utilise finalement assez couramment. Mais au-dessus, on a évidemment, tout au-dessus, les granulés de liège, notes de chanvre, laine de mouton, etc. etc. Et le bilan en carbone, hein, donc, puisqu'on parle de ça, c'est l'énergie nécessaire pour extraire le matériau de base, fabriquer finalement l'isolant, puisqu'on parle d'isolant ici, le distribuer, le mettre en œuvre, le recycler ou éliminer le matériau et éliminer le matériau. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle d'éco-construction de manière plus large, eh bien, finalement, on s'intéresse à ce qu'il y a avant la construction, donc c'est finalement extraire, fabriquer, distribuer, pendant la construction, la mise en œuvre, et finalement aussi en bout de course, à la fin du bâtiment, imaginons qu'on fasse une transformation ou qu'on élimine ou qu'on déconstruise le bâtiment, eh bien, qu'est-ce qu'on fait des matières premières constitutives de ce bâtiment? Donc, ici, il y a 2 cas de figure possibles, hein, et bon, là, on rentre un peu dans des aspects plutôt d'analyse de cycle de vie. Hein. Je démonte, par exemple, une poutre. Évidemment que elle est peut-être plus, je veux dire, plus en très bon état, mais par contre, on peut faire des sous-produits, genre des planches, et puis on peut, avec ces planches, par la suite, si on veut de nouveau recycler, eh bien, on peut les utiliser pour faire une table, des chaises ou ce genre de choses, imaginons. Hein. Et puis, en bout de course, je vais enfin le brûler après qu'il ait finalement eu plusieurs, disons, renaissances. Hein. Donc, on est bien dans un cycle, pas un cycle justement, on est dans le recyclage, c'est-à-dire qu'à chaque boucle, finalement, on perd en qualité de matériau, ou en tout cas, il est transformé pour aboutir finalement
à son élimination. Et comme c'est du bois, c'est assez facile à éliminer. Alors maintenant, évidemment, il y a d'autres matériaux dont on pourrait dire qu'ils sont vraiment, je veux dire, du berceau au berceau, un cradle to cradle, comme on dit en anglais. Et évidemment, là, ce sont des matériaux qu'on pourrait réutiliser tels quels. Je dirais bien qu'il y aurait bien un exemple, genre un plancher bois, on le démonte parce qu'on fait une transformation, puis on le remonte dans l'extension. Le plancher bois, il garde ses qualités initiales, il n'y a pas de détérioration du matériau. Donc ça, c'est un peu l'élément, je veux dire, important finalement, et les différences entre recyclage et, je veux dire, et réutilisation telle qu'elle. Donc, évidemment, il y a aussi une autre chose qui importe finalement dans les matériaux, c'est qu'ils respectent la santé de l'artisan qui le travaille et finalement qui respectent les occupants du bâtiment. Donc, évidemment que l'entrepreneur, entre guillemets, s'il commence à travailler avec des isolants biosourcés, il aura moins tendance effectivement à tomber malade, il y a moins de poussière nocive, il y a moins de dégagement de COV, etc. Et la même chose pour les occupants du bâtiment. Donc, pas de COV. Et puis pour le bâtiment lui-même, au niveau constructif, c'est permettre une diffusion correcte de la vapeur d'eau, étant donné que, évidemment, lorsqu'on construit à l'heure actuelle, on a des bâtiments qui sont très bien isolés et des bâtiments qui sont très étanches à l'air. Et donc, à un moment donné, il faut se poser la question de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment et notamment l'hygrométrie qui, si elle est trop haute, évidemment, peut être problématique en termes de condensation interne. Donc, effectivement, je veux dire, il y a aussi toute la question des risques de dégradation in situ. Donc là, ça dépend premièrement d'une mise en œuvre correcte des matériaux. Il faut dire que de ce côté-là, lorsqu'ils sont mis en œuvre correctement, il n'y a aucun risque finalement, ou les risques sont quasi nuls, je veux dire, que d'avoir des dégradations par des champignons, par des insectes ou par éventuellement des rongeurs. Évidemment, il faut prendre certaines précautions, mais effectivement, ce type de matériau, je veux dire, est aussi safe finalement que d'autres isolants plus synthétiques. Donc, évidemment, ne pas générer de pollution de l'air, du sol ou de l'eau lors de la déconstruction ou lors du recyclage. Bon, ici, vous avez un exemple, mais Sybille vous en a déjà parlé. Je veux dire, finalement, à chaque fois qu'on a un isolant en fibre, eh bien, on peut logiquement en faire un isolant, dans le sens où le principe de l'isolant, c'est d'enfermer des bulles d'air ou de l'air à l'intérieur du matériau, et c'est l'air finalement qui essentiellement va jouer le rôle d'isolant puisqu'il est enfermé dans la matière. Donc, dès qu'on a une fibre naturelle, effectivement, on peut fabriquer de l'isolant. Bon, après, il y a d'autres isolants, je veux dire, un peu autres, où c'est du recyclage. Prenons par exemple le flocon de cellulose ou l'ouate de cellulose. Là, c'est du recyclage de journaux, par exemple. Donc, voilà, donc ça, on a déjà vu avec Sybille. Alors, évidemment, ça j'en ai parlé, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'est effectivement le côté positif des matériaux biosourcés, c'est que finalement, ils n'enferment pas la vapeur d'eau à l'intérieur du bâtiment, et donc forcément, ça permet au bâtiment de respirer et donc de ne pas avoir de problème à terme de condensation. Et d'autre part, autre avantage intéressant, c'est que les matériaux biosourcés ont tendance à absorber plus la chaleur que des matériaux, je veux dire, synthétiques. Et donc, forcément, ça va améliorer le confort interne du bâtiment parce qu'on sait que, oui, maintenant, les bâtiments sont très bien isolés et c'est très bien pour l'hiver, mais de nouveau, eh bien, on va enfermer la chaleur à l'intérieur du bâtiment, ce qui fait que ça risque d'être problématique en été. D'où l'importance de, effectivement, pouvoir choisir des matériaux qui sont capables d'absorber la chaleur et finalement de la restituer éventuellement après quelques heures, ce qui permet par exemple qu'il restitue la chaleur plutôt la nuit, lorsque d'ailleurs il fait plus froid dehors et où ça pose moins de problèmes. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Donc ici, je passe rapidement parce que mon temps est limité. Vous me dites quand je dois m'arrêter, sinon je peux parler pendant 3 quarts d'heure.
Donc, innocuité des matériaux, c'est important. Le recyclage et le réemploi des écomatériaux, ben, évidemment, ça a une importance aussi, j'en parlais tout à l'heure. Donc, au niveau de tout ça, et donc il y a des filières qui se mettent en place, et donc c'est important aussi de ce côté-là d'avoir vraiment beaucoup d'attention finalement à l'utilisation de matériaux. Je parlais des prix tout à l'heure, ben vous voyez ici les gammes de prix. C'est le prix d'achat du matériau, je le rappelle. Évidemment que généralement, si on compare les prix mis en œuvre, ben c'est un peu différent. Mais effectivement, ici, on est bien au niveau du prix, ben dans des gammes qui sont finalement assez similaires, voire moindres. Prenons l'oie de cellulose, je veux dire, quand on floque dans les toitures ou dans les murs, eh bien, l'achat du matériau est finalement, enfin, le matériau ouate de cellulose est finalement un des matériaux les moins chers sur le marché à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Juste une dernière petite remarque. Alors, ce qu'on me dit régulièrement, c'est que voilà, ce sont des nouveaux matériaux, etc., les matériaux biosourcés. Alors là, je m'inscris complètement en faux. C'est en fait tout ce qui est matériaux synthétiques qui sont nouveaux. Il faut bien se rendre compte que ces matériaux ont été développés à partir des années 50. Donc, il y a quand même, je veux dire, un peu plus de 70 ans, c'est très peu, alors que tout ce qui est, je veux dire, matériaux naturels a été utilisé depuis des lustres, voire des siècles, voire même depuis l'époque préhistorique. Les premières cabanes de nos ancêtres étaient bien, je veux dire, en bois. Donc, c'est-à-dire que finalement, on utilisait des matériaux assez proches, ceux qu'on rencontrait finalement aux environs du chantier pour pouvoir construire. Et donc, si on avait du bois, on utilisait du bois. Si, je veux dire, on avait de la pierre, on utilisait de la pierre, etc. Mais dans un rayon de moins de 20 km généralement, pour des questions de transport. Donc, prenons par exemple au Moyen-Âge une maison, je veux dire à colombage, on est typiquement dans un bâtiment qui est, je veux dire, éco-construit avec des matériaux biosourcés. On a une structure bois, on a un remplissage entre les éléments de charpente qui est réalisé avec un mélange d'argile, de paille, je veux dire, et avec un enduit à la chaux. Donc, on est bien dans un élément qui est purement, je veux dire, effectivement, de l'éco-construction. Et donc, effectivement, je veux dire, on ne va pas parler ici de matériaux traditionnels pour les matériaux synthétiques, mais pour moi, les matériaux traditionnels, ce sont bien les matériaux biosourcés. Voilà. Merci beaucoup pour votre présentation très claire et assez précise. Je me permets d'embrayer directement vers une question pour le cluster. Il y a une question qu'on a reçue à l'avance. Quelle est la durabilité des isolants biosourcés? Elle est la même que pour les autres isolants, en fait. Il n'y a aucune raison, s'ils sont bien mis en œuvre, il n'y a aucune raison qu'il y ait plus de dégradation avec des isolants biosourcés qu'avec d'autres. Mais de nouveau, c'est une question de mise en œuvre. Je vous dirais bien que même pour les matériaux, disons, conventionnels, il y a quand même certaines précautions à prendre pour qu'ils ne soient pas dégradés. Donc, effectivement, il y a toujours une mise en œuvre qui est correcte. Et puis, si on ne fait pas attention, on peut avoir des dégâts. Mais généralement, d'expérience, moi, ça fait 24 ans que je construis, je veux dire, puisque je suis architecte, je n'ai jamais eu aucun problème à titre personnel sur les constructions que j'ai fait construire par les entrepreneurs avec des matériaux biosourcés. Donc, voilà. Ok, super, merci. Alors, il y avait une seconde question, c'était quels sont les isolants qui ont les meilleures propriétés acoustiques et comment les placer pour optimaliser celles-ci? Donc, par exemple, les remplir totalement, remplir totalement la cloison ou plutôt laisser de la place pour faciliter l'absorption des ondes sonores. Alors, déjà en acoustique, il faut parler de deux choses différentes. Il y a premièrement la transmission des bruits aériens. Donc, je suis dans une pièce séparée et j'entends les bruits
justement à travers la cloison. Et puis, il y a la transmission par mise en vibration, c'est-à-dire par impact sur la structure du bâtiment. Et donc, ces deux éléments vont, je veux dire, vont être, entre guillemets, importants l'un l'autre pour la transmission du son et vont générer des solutions techniques différentes. Pour ce qui concerne les bruits aériens, ce qu'on considère, c'est, je veux dire qu'il faut, entre guillemets, ce que les acousticiens préconisent, c'est masse, ressort, masse. Hein, donc, prenons par exemple une cloison, on va considérer que la cloison, enfin la plaque de finition est, je veux dire, la masse, et puis vous avez un isolant plutôt, je veux dire, semi-rigide, hein, donc il fera office de ressort par rapport, je veux dire, à la transmission du son. Et puis, de l'autre côté, effectivement, de nouveau, la plaque de finition qu'on peut éventuellement doubler pour être sûr qu'il n'y ait pas de transmission, je veux dire, à ce niveau-là. Alors, pour ce qui est des bruits d'impact, là, c'est un peu différent. Il faut mettre des membranes qui découplent finalement les éléments de cloison de la structure pour éviter que lorsque je marche sur le sol, à un moment donné, le bruit ne se transmette par les poutres, ce genre de choses, et finalement mettre en vibration tout le bâtiment, c'est-à-dire que le son va se transporter via la structure en bois, par exemple, du bâtiment. Hein, je veux dire, c'est typiquement les immeubles qui étaient en béton, hein, mais des années, je veux dire, 60, 70, je veux dire, on entendait les pas de la voisine du dessus, surtout quand elle était, je veux dire, en haut talon. Merci pour votre réponse. Alice me dit que quelqu'un de Gramiterm souhaitait intervenir. Voilà. Non, c'était juste une petite précision. J'ai l'impression qu'au contraire, les isolants biosourcés ont des durées de vie nettement plus longues que les laines minérales et que, en tout cas, c'est le cas pour Gramiterm, mais je pense que c'est le cas pour la plupart. En tout cas, tous les bons matériaux biosourcés qui sont ici dans la discussion. Et donc, voilà, justement, c'est un des avantages qu'on a, c'est qu'on est sur des durées de vie qui sont nettement plus longues de par les propriétés intrinsèques du matériau. Donc, en général, nous, on aime bien dire aux clients qu'ils isolent une fois dans leur vie, ce qui n'est pas le cas avec les laines de verre et les laines de roche, sans vouloir les citer trop non plus. Mais voilà, c'était juste cette petite précision-là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Alors, on avait une question un peu plus, aussi générale, mais peut-être un peu plus pour l'entreprise Otra. Quelles épaisseurs minimum de parois sont nécessaires pour respecter les normes actuelles? Il y avait une question qui était en lien aussi, c'était est-ce qu'il y a un seuil maximum d'épaisseur et si on la dépasse, est-ce qu'il faut un permis d'urbanisme spécifique? J'espère que la question était claire. Voilà, j'ai le son. Oui, alors il faut d'abord regarder en fonction des régions. Il peut y avoir des différences. Souvent, les architectes sont là aussi pour donner les bonnes indications. Il faut avoir une bonne... il faut atteindre les niveaux de résistance des parois. Donc, c'est difficile de répondre comme ça, surtout en rénovation. Ensuite, la deuxième question, c'était de savoir... Ah, il n'y a pas le son. C'est pas grave. Voilà. C'était de oui. savoir si, à l'inverse... Allô? Oui. Oui. C'était de savoir si, à l'inverse, il y avait un seuil maximal d'épaisseur pour les toitures. Il n'y a pas de seuil maximal. Maintenant, il faut que la toiture puisse supporter le surpoids de l'isolant. Donc, tout dépend de ce qu'on utilise. En fait, ce qui se passe souvent, c'est quand on va utiliser un isolant qu'on met en toiture, qu'on va faire du sarking, donc on va remettre de l'isolant à l'extérieur. Ce qui se fait, c'est, prenons l'exemple de la fibre bois, elle a quand même son poids propre. Et on va quand même vérifier si la toiture est assez solide pour pouvoir supporter ce poids supplémentaire-là. Par contre, dans une toiture, lorsqu'on doit isoler entre chevrons, en règle générale, la toiture est assez solide pour supporter le poids supplémentaire, en règle générale. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un professionnel qui vient regarder l'état de la toiture et qui vient valider ou pas
le fait de l'isoler. Voilà, on espère avoir répondu. Je me permets juste, Emma, parce que je pense que je peux rebondir avec une question qu'il y a dans le chat par rapport aux épaisseurs des isolants biosourcés. Est-ce que ils doivent être différents de ceux des isolants de la pétrochimie? J'ai l'impression que c'est un peu ce sur quoi monsieur... comment on disait? Ouais. Oh, non, non, il faut remettre le micro. Est-ce que vous La question m'entendez? est posée à qui, en fait, c'est ça le problème? Ah, mais j'ai l'impression que Laurent de Otra est en train de répondre, mais sans son micro. Ah, voilà. Voilà, pardon. Et Emma a eu un petit problème technique, donc je me permets de reprendre un petit peu voilà. Est-ce que vous avez, enfin, quelqu'un d'autre souhaite répondre? Julien? Julien n'a pas de micro non plus, visiblement. Il vient de mettre un message dans le chat. Voilà. Bah, en fait, l'épaisseur, c'est effectivement une question compliquée. Il y a un petit mode d'emploi sur l'isolant où on a un coefficient, un lambda, ce qu'on appelle un lambda avec une performance. Généralement, les isolants, la pétrochimie sont les plus performants, le plus beau bulletin, mais tout est relatif. On m'entend? Le son fonctionne? OK. Et donc, je dirais, voilà, on va comparer. Donc, nous, on construit des maisons en paille. Donc, on a une très grosse épaisseur liée au fait qu'on prend la paille directement du champ et on l'utilise dans sa plus grosse épaisseur. Donc, 46 cm d'isolant. Ça va avoir l'équivalent à peu près de 25 cm de polyuréthane, je pense. Et donc, oui, c'est plus épais, mais ça a plein d'avantages aussi. Donc, l'inconvénient est peut-être l'épaisseur. Et ça reste encore à voir parce qu'en fait, un polyuréthane, par exemple, va généralement se placer devant une maçonnerie, donc devant un bloc de maçonnerie, par exemple, d'une vingtaine de centimètres. Donc, si on fait 20 plus 25, on arrive quand même à 45 centimètres, tandis que la plupart des isolants des personnes qui sont ici dans le webinaire, je pense, vont s'intégrer dans une structure bois, par exemple, et donc être déjà dans l'épaisseur de la structure. Donc, à la fin, on ne va pas avoir des épaisseurs beaucoup plus importantes. La différence majeure de pas mal d'isolants, en tout cas, là, je vais parler pour PyTech, notre isolant, il est beaucoup moins performant, du coup, par rapport au lambda qu'un polyuréthane. Et donc, par contre, à la fin, le fait qu'on l'utilise dans 46 cm d'épaisseur, ça va permettre quand même de faire des bâtiments passifs ou très proches du passif. Avec un avantage supplémentaire, donc qu'on a évoqué au début de la séance, c'est qu'on a un gros déphasage thermique dans cet isolant. Il pèse 120 kg du mètre cube, contrairement à un polyuréthane qui doit être à peu près à 30 kg du mètre cube. Et donc, si on doit supporter une vague de chaleur, par exemple, on va avoir très, très vite la température qui va traverser la paroi dans le cas du polyuréthane. Et dans le cas de la paille, ça va durer plusieurs heures, voire une dizaine d'heures. Et donc, dans des climats qui est en train d'arriver ici et depuis plusieurs années, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'isoler un bâtiment pour l'hiver que pour l'été. Et pour avoir des bâtiments frais, avoir un isolant qui est plus lourd et donc qu'il va falloir mettre une plus grosse épaisseur est un avantage. Pour donner un exemple, la maison dans laquelle je suis ici, qui est ma maison et qui est en paille, sans climatisation, on n'a jamais dépassé 24 degrés cette année avec 38 degrés à l'extérieur. Voilà, simplement par mise en œuvre d'un isolant très épais et de forte capacité thermique. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Oui, merci beaucoup. Désolée, il y a un petit incident technique. Mon colocataire joue à des jeux vidéo à côté, donc c'est jamais évident. Alors, il y avait une autre question, donc rien à voir avec le côté technique, mais y aura-t-il un accès vers un replay? Et si oui, est-ce qu'on pourra le partager sur d'autres pages? Oui, bien sûr. Donc, le webinaire est enregistré et il sera publié sur YouTube. Vous pourrez le partager de là sans aucun souci. Il y avait également une autre question sur plutôt le prix. Quelles sont les gammes de prix au mètre carré des constructions écologiques ou des différents matériaux biosourcés? Alors là, je propose que chacun, à la suite, si vous voulez répondre, si vous avez aussi des idées en tête de prix de matériaux classiques pour comparer, voilà.
Je ne sais pas personne si, qui par ose exemple, répondre. PyTech, Mais- vous pouvez peut-être commencer si vous... Voilà, oui, je veux bien répondre pour notre part, en tout cas. C'est une question Merci. impossible, je pense, pour n'importe quel système d'ailleurs. C'est une idée farfelue de donner des prix mètres carrés d'une maison, en fait. Il faut donner les prix mètres carrés de la même maison avec différents systèmes et la même performance. Je vais donner un exemple très concret. Si vous construisez une maison de 100 mètres carrés au sol et qu'on ajoute un étage de 100 mètres carrés, donc on a une toiture, un bâtiment rectangulaire, avec donc 2 fois 100 mètres carrés, une toiture. Si à un moment on fait et que, imaginons que ce bâtiment coûte 2000 € du mètre carré, donc on peut avoir potentiellement 200 mètres carrés habitables à 2000 €, ce qui ferait voilà, une maison de 400 000 €, si je calcule vite, eh bien. Si vous faites un trou dans l'étage pour faire une mezzanine et un vide sur toute la hauteur de la maison, on fait un trou de 40 mètres carrés, eh bien, la maison, elle va toujours coûter le même prix, exactement, à peut-être 10 000 € près, parce qu'on n'aura pas construit les 40 mètres carrés de plancher. Par contre, son coût au mètre carré va exploser complètement, parce qu'on aura, au lieu d'avoir 200 mètres carrés, on aura 160 mètres carrés. Si on ajoute à ça qu'on fait se chevaucher des étages, et donc on a un étage en porte-à-faux par rapport au rez-de-chaussée, qu'on a une forme en escalier plutôt qu'une forme compacte, on va ajouter encore des complexités et on va encore augmenter le prix au mètre carré. Donc, si on prend le prix d'une roulotte ou d'une tiny house, on va peut-être être à 4 000 € du mètre carré aussi parce qu'elle est faite de taille, parce que la cuisine qu'on va mettre dans un bâtiment de 20 mètres carrés coûte le même prix peut-être que la cuisine qu'on va mettre dans un bâtiment de 100, ou la porte d'entrée, par exemple. Et donc, il y a tellement de paramètres qui font que c'est incomparable, c'est que donner des prix mètre carré, c'est impossible. Les personnes qui donnent des prix au mètre carré, c'est souvent les grandes entreprises qui font de la maison catalogue, et on dit, voilà, cette maison-là, elle commence à partir de autant. Il y a plein de petits trucs écrits en petit en dessous, et il y a plein de suppléments qui arrivent après. Donc voilà, moi je pense que ce n'est pas une réponse qui est possible à donner. Donc nous, pour répondre à cette question-là, parce que évidemment les clients veulent avoir une petite idée, on a chiffré des maisons. Donc dire voilà, une maison 3 chambres, compacte, sans mezzanine, enfin simple, avec des charges qui s'empilent, etc. Fini, et qui a une performance d'une maison passive, ça coûte autant. Et donc, la question sous-jacente, souvent, c'est combien ça coûte par rapport au conventionnel ou au traditionnel, ce qu'on appelle le traditionnel et que j'appellerais le conventionnel. Et on va, enfin, je ne sais pas, de la maison qui pousse dans les villages au bord des routes qu'on voit tout le temps, là. Bah, ces maisons-là, les prix annoncés, ils n'annoncent jamais le prix d'une maison passive. Ils annoncent le prix de la maison de base avec le moins d'options possible et ils ont un prix au mètre carré. Voilà. Donc voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, quand on fait une maison 3 chambres, une maison de 160 mètres carrés, si on parle de mètres carrés intérieur habitable, fini en entreprise générale avec des matériaux de qualité équipés, avec une cuisine, etc., on va arriver à 400 000 € à peu près. Et la partie qui concerne PyTech dans cette tranche-là, par exemple, pour se rendre compte que ce n'est pas juste le matériau biosourcé qui fait qu'une maison coûte cher, c'est que nous, on va être là-dedans à 120 000 € hors TVA. Et donc, tout le reste, bah, c'est ce que tout le monde doit mettre en œuvre. Et donc, voilà, généralement, quand on fait une maison passive, on met des châssis très haute qualité, on va mettre une double flux, on va mettre des matériaux de qualité, on va mettre en œuvre. Et à la fin, on va arriver à une maison très haut de gamme. Donc voilà, on pourrait très bien prendre l'enveloppe paille et mettre des châssis en PVC peu performants, ne pas mettre de double flux et diminuer le prix, mais on n'aurait pas le même résultat. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Je veux bien intervenir juste pour donner une notion aussi de pérennité. Quand c'était dans une grande revue, 60 millions de consommateurs en France, que ça avait été développé, quand vous choisissez les matériaux verts, vous faites un choix pérenne. Et ça, c'est important. Vous n'avez qu'à voir, comme a dit Yvion, ce qui reste du passé construit avec des biosourcés. Donc ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Donc, en plus des qualités intrinsèques aux produits qui ont été développés précédemment, je pense que c'est une notion importante par rapport au coût. Voilà, c'est tout ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à une question suivante parce que le temps file, malheureusement. Peut-être une question de nouveau pour le cluster. Les isolants biosourcés
peine à se développer sur le marché traditionnel. Dans mon coin, je ne vois que des constructions blocs PU, vide briques. À quoi attribuez-vous ce phénomène? Et alors, il y a plusieurs exemples, manque d'entrepreneurs formés, marché cadenassé par un manque d'alternatives, etc. Bon, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Je pense que Yvain aurait peut-être pu y répondre un peu mieux, mais Moi, je peux répondre, je pense. oui, vas-y, vas-y. Il y a plusieurs facteurs, mais en fait, il y a, vous connaissez tous le film des Trois Petits Cochons, par exemple. Hein, c'est pas juste pour la paille, c'est pour tous les matériaux biosourcés. Il faut savoir qu'il y a deux grandes guerres qui ont frappé l'Europe, 14-18, 40-45. Avant ces périodes, tout était éco-construit. Il n'y avait que des matériaux locaux, donc la construction qu'on dit vernaculaire, ce avec l'homme a toujours construit, c'est ce qu'il y avait, comme l'a dit tout à l'heure Yvan, ce qu'il y avait en dessous de nos pieds. Et puis, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, énormément de main-d'œuvre a disparu aussi. Il y a Verdun, etc., les tranchées, toutes les grandes connaissances qui étaient essentiellement de la transmission orale ont disparu. Les fours à chaud, plein de matériaux ont disparu. Et en même temps, on avait une Europe à reconstruire, et donc on a reconstruit massivement avec des produits normés. Et notamment, cette industrie de la guerre a été aussi recyclée en industrie de paix avec reconstruire, normaliser des matériaux, faire des grosses usines. En même temps que l'agriculture verte, d'ailleurs, on a arrêté de cultiver avec simplement les amendements qui étaient sur place, mais avec de la pétrochimie. Et on a fini par oublier complètement ce savoir-faire et à rendre complètement vulgarisé ces matériaux de la pétrochimie, par exemple, et qui ont complètement supplanté par effet de publicité et d'annonces de masse. Et on a complètement, du coup, délaissé, voire diabolisé les anciens matériaux. Le film des Trois Petits Cochons, c'est vraiment une propagande pour construire et reconstruire massivement et rapidement. C'est pas juste un dessin animé qui veut rien dire. Et donc, c'est des effets comme ça qui s'amoncellent, et puis de fil en aiguille, on construit beaucoup avec ça. C'est une force de frappe effectivement importante. Ça se transporte en train, très loin. Les mêmes matériaux, on voit d'ailleurs toutes les mêmes constructions partout qui se développent, alors qu'avant, il y avait un caractère spécifique à chaque région, une régionalité dans l'architecture, dans les matériaux, etc. Tout ça a disparu par un phénomène d'effet de boule de neige et de publicité, je pense, simplement, et par méconnaissance, par oubli, en fait. On a simplement oublié qu'on utilisait ces matériaux avant et que c'était la base de tout. Et puis, il y a un effet de communication qui est bien plus important quand on va voir une entreprise comme Saint-Gobain, Isover ou toutes ces grosses entreprises par rapport à les gens qui sont autour de nous ici et qui nous... Juste, par exemple, nous, on fait 15 maisons par an. Je veux dire. C'est complètement ridicule. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. Oui, si quelqu'un d'autre veut intervenir. Oui, moi, ce que j'allais dire, c'est que maintenant aussi, on se rend compte que les choses changent aussi. On se rend compte que les clients sont de plus en plus intéressés par la qualité des matériaux. Et donc, on voit cet intérêt qui... Le fait que les produits maintenant sont au même prix, on l'a vu, Yvain l'a expliqué avec son tableau, on a des produits qui sont au prix d'achat plus ou moins équivalent. Maintenant, ce qui se passe, pour rebondir sur la question prix, ce qui se passe, c'est que souvent, les clients qui vont choisir du biosourcé vont choisir du qualitatif, et tout le reste de la maison va être du qualitatif. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de l'argile au mur, ils vont utiliser de la chaux dans les pièces d'eau, et donc, tout ça qui, oui, coûte un petit peu plus cher, l'un dans l'autre va faire en sorte que les maisons, quand elles sont bien construites, vont coûter plus cher. Mais ce que je dis souvent aussi, c'est on en a pour son argent aussi. Donc, si on met un peu plus cher, quelquefois, on va avoir quelque chose de qualité. Comme le disait Agnès de Gramiterm, on va mettre un matériau qui va durer très longtemps. Et donc, on n'a pas besoin d'isoler plusieurs fois sa maison dans une vie. Et donc, voilà. Je pense que les matériaux biosourcés ont peut-être eu un démarrage un peu compliqué, je vais le dire comme ça. Je pense pas que et voilà, mais maintenant ça évolue et on voit bien qu'il y a de la demande. Les gens ont un petit peu peur maintenant avec la crise avec l'Ukraine, mais quand ils se posent la question d'isoler leur maison, ils préfèrent isoler leur maison avec des matériaux qui sont fabriqués à côté de chez eux que des matériaux qui viennent de l'autre côté de la planète. Et ça, on l'entend tous les jours, on le sent au niveau des demandes. Donc voilà.
Merci beaucoup pour votre intervention. ISOEMP aimerait intervenir, désolé pour le temps d'attente. Non, non, ça y a pas de souci. Et en fait, c'est effectivement des constats qu'on partage parfaitement ici chez nous aussi par rapport à ce que Julien disait sur la paille et autres. Comparer des prix, c'est extrêmement difficile, mais surtout si vous comparez ce qui est comparable. On ne parle pas de même performance du tout, souvent, et on ne compare pas toujours non plus dans les spécificités de mise en œuvre. Et donc ça, c'est vraiment important de pouvoir comparer ce qui est comparable, imaginer le rendu vers quoi on peut avoir, et certainement aussi, je pense, imaginer la durée de vie dans le temps. Je parle ici pour ma chapelle avec le bloc de chanvre, mais c'est le cas de nombreux autres produits qui sont présents ici autour de la table, c'est qu'on a une durée de vie qui est excessivement longue. Et donc ça aussi, ça se calcule dans un retour. Si on sait que dans 20 ans, ce sont des travaux qu'on ne va pas devoir refaire, il y a typiquement une chose qu'on refera a priori jamais dans sa maison, c'est les murs. Une fois qu'ils sont là, alors c'est possible que dans un futur, dans une transformation, on décide effectivement de percer une baie en plus, d'agrandir, mais a priori, refaire les murs de sa maison, c'est vraiment personne. Personne ne rêve de ça au moment où on la conçoit. On peut bien la penser, la cuisine, la salle de bain ou autres, sont des pièces qu'on va pouvoir améliorer une fois qu'on est dans sa maison, qu'on va pouvoir avancer. Et s'il y a des concessions à faire sur les budgets, c'est certainement peut-être sur des équipements qui, à terme, vont pouvoir être upgradés, là où les murs de la maison, c'est elles qui sont vraiment garantes de tout notre confort de vie. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, pour enchaîner sur ISOM toujours, il y avait une question. Existe-t-il des isolants biosourcés compatibles avec une construction neuve en bloc de briques ou de béton? En effet, l'isolation par l'extérieur des murs est souvent recommandée pour plus d'efficacité et je ne connais pas vraiment d'alternative au PU qui puisse résister à l'humidité, aux alternances de température, aux rongeurs, etc. Oui, alors je pense que la question, elle est de nouveau pas spécialement pour nous. Alors c'est vrai que chez ISOEMP, il y a plusieurs possibilités pour pouvoir aller en construction neuve. Le bloc de chanvre, il n'est pas porteur, contrairement à un bloc de béton, mais par contre, on va pouvoir facilement habiller une structure portante qui va pouvoir être en bois, en acier à la limite, ou en béton. On a des blocs qui sont évidés, qui vont pouvoir venir permettre de couler une structure poteau-poutre-béton. On parlait tout à l'heure d'épaisseur avec la maison paille. Nous, on va commencer sur des épaisseurs à partir de 30 cm. Après, aujourd'hui, nos projets vont au minimum en général sur des épaisseurs de 36 cm. Et là, on a déjà des maisons qui sont conformes aux attentes PEB, qui vont même un petit peu plus loin. Évidemment, si on veut aller sur des bâtiments passifs, là aussi, on va devoir augmenter dans l'épaisseur, mais je pense qu'une maison passive en dessous de 45 cm, ça tient de toute façon difficilement la route aujourd'hui. Ça, c'est concernant notre système. Maintenant, ici, autour de la table, on est nombreux à pouvoir vous offrir des alternatives dans l'isolation de ces maisons, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur et en neuf avec différents systèmes constructifs. Merci beaucoup. Et si jamais vous pouvez faire baisser le signe de la main. Merci beaucoup. Super. Alors, il y avait deux questions pour Isoproc. Sur base de quels critères choisissez-vous les marques de panneaux que vous distribuez? Et quel processus est utilisé pour assembler les panneaux de cellulose? Est-ce que c'est chaleur, colle ou un autre procédé? Oui, bonjour. D'abord, je vais apporter une petite correction par rapport à ce qu'on a dit en introduction. La boîte de cellulose belge que Isoproc fabrique à Aachène, depuis bientôt 10 ans maintenant, c'est une boîte de cellulose en vrac, c'est-à-dire qu'elle doit être mise en place au moyen d'une machine d'insufflation. Donc, c'est entre guillemets pour les autoconstructeurs un petit peu moins pratique parce qu'il faut faire appel à un professionnel. Mais l'intérêt de l'insufflation de la boîte de cellulose en vrac, c'est qu'on peut avoir un remplissage qui est vraiment intégral avec un minimum d'effort. On peut toujours bien travailler évidemment avec des panneaux et on vend aussi des panneaux chez Isoproc en fibre de bois, donc c'est aussi un bon produit. Mais pour des épaisseurs plus importantes, pour des travaux de rénovation où il y a la charpente qui
qu'il y a une pente, les bois sont un peu écartés de façon irrégulière, etc. On a des solutions d'épaississement de toiture qui font qu'on a besoin de profilés spécifiques. À ce moment-là, on a des compartiments à remplir qui ne sont pas purement parallélépipédiques. Et donc, l'insufflation de boîte de cellulose, c'est une des solutions les plus pratiques. On sait aussi insuffler de la paille, je sais, on sait aussi insuffler de la fibre de bois. Donc, la boîte de cellulose n'est pas le seul matériau. Mais pour parler d'isoproc, on peut insuffler la boîte de cellulose qui va à ce moment-là remplir efficacement tous les interstices. Et donc, on va optimiser l'épaisseur qui est consacrée à l'isolant. Ça, c'est la première partie de la réponse. Est-ce que tu peux me rappeler la deuxième partie de la question, s'il te plaît, Emma? Alors, voilà, je suis là. La deuxième question, c'était quel processus est utilisé pour assembler les panneaux de cellulose? Oui, donc ce ne sont pas des panneaux, donc ça, il faut être très précis. Pardon. Oui, voilà. Du coup, ok, voilà, Voilà. pas de souci. Il y avait une deuxième partie de question en plus, non? Non, c'était juste ça. Voilà. Alors, Alice, je me permets de revenir vers toi. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le chat? Il y a plusieurs questions, mais j'ai vu quelque chose qui me paraît assez général et intéressant. C'est, je remonte un petit peu, par rapport au fait de travailler avec un architecte qui soit ouvert aux matériaux biosourcés. Est-ce que c'est quelque chose qui coince avec certains corps de métier ou je ne sais pas qui veut répondre. Je vois que ça parle chez Gramiterm. Laurent? Oui, alors c'est vrai que nous, on rencontre beaucoup de projets avec des architectes. Alors, on a différents cas de figure. Le cas de figure le plus compliqué, c'est l'architecte qui a ses habitudes et qui ne veut pas déroger à ses habitudes. Et là, on ne sait pas faire grand-chose. Mais ils sont très rares, de plus en plus rares. Maintenant, on a pas mal d'architectes qui, eux, ont envie d'apprendre ou qui sont déjà au courant ou qui ont déjà pas mal de connaissances. Et donc, oui, il existe pas mal d'architectes qui sont capables et qui comprennent justement ces matériaux, les problématiques, enfin, ce n'est pas une problématique en soi, mais les épaisseurs, de savoir qu'il faut bien prévoir les cloisons de la bonne taille. Et donc voilà, il faut bien choisir son architecte. Il y en a, on parlait du cluster éco-construction, il y a pas mal d'architectes qui participent à ce genre d'association et donc là-bas, on pourra en trouver déjà facilement. Je crois que ça répond à la question. Et je me permets juste, excuse-moi, oui, peut-être voir par rapport au cluster parce que c'est la personne qui est dans le chat posait la question de où trouver justement un architecte qui est d'accord, qui est partant de prendre le temps de faire ça. Donc, le cluster a une liste. Le cluster a une liste et puis après, nous, en tant qu'entrepreneur, par exemple, l'entrepreneur peut aussi donner des contacts au niveau des architectes parce que nous, on a l'habitude de travailler avec eux et on sait lesquels vont être pertinents et lesquels le sont un peu moins. Il y a Pierre qui lève la main. Il faut juste que tu remettes ton micro. Merci. Voilà. Donc, je veux aussi préciser pour les participants à la soirée qu'il y a les architectes qui sont importants, mais souvent, dans les cas de rénovation, il n'y a pas d'office un architecte qui est présent, mais il y a un auditeur. Et donc, c'est vrai que parfois, c'est compliqué quand on fait venir d'abord l'auditeur prescrit certains travaux, et puis on fait venir un entrepreneur qui dit « Ah, mais en alternative, je vous propose tel ou tel isolant biosourcé ». À ce moment-là, il faut que l'auditeur remodifie son rapport d'audit. Moi, je connais des entrepreneurs qui placent des produits biosourcés qui m'ont dit, moi, je conseille aux clients de d'abord faire venir l'entrepreneur et après de faire venir l'auditeur pour que le rapport d'audit corresponde à ce que le client souhaite vraiment faire, à ce que le maître d'ouvrage souhaite vraiment faire. Donc ça, c'est aussi un point d'attention pour les participants. Merci beaucoup. Alice, est-ce qu'il y a encore peut-être une question du chat qu'on peut traiter? Et puis après, je retournerai sur les autres questions. Alors, il y a pas mal de questions intéressantes sur le chat. Je remonte parce qu'il y en a vraiment beaucoup.
Excusez-moi. Excusez-moi, je bug un peu. Ah oui, voilà. Certains isolants biosourcés obtiennent des scores défavorables dans l'outil Totem qui sert à évaluer l'impact environnemental de la rénovation. Comment l'expliquez-vous? S'agit-il d'une erreur d'hypothèse ou s'agit-il d'une erreur ou d'hypothèse défavorable de la méthode d'évaluation? Alors, je ne connais pas l'outil Totem, donc je transmets la question à qui veut bien prendre la balle au bon. Oui, moi je veux bien y répondre. Alors c'est un vaste sujet, toujours ces analyses de cycle de vie. Je ne suis pas certaine non plus d'avoir l'entièreté de la réponse, donc peut-être que d'autres ici pourront intervenir. Il faut savoir que dans le cadre des analyses de cycle de vie sur les produits biosourcés, ont été exclus du calcul la partie de la croissance de la plante. Or, on est bien d'accord que c'est à ce moment-là qu'on stocke évidemment énormément de carbone. Là où le lobby des matériaux issus de la pétrochimie, lui, a joué des beaux tours de passe-passe et a réussi à avoir des valeurs négatives sur certains produits parce que c'était des déchets sur d'autres industries. Et donc, en utilisant un déchet d'une autre industrie, on arrive à avoir un bilan qui, lui, peut parfois être considéré comme étant meilleur qu'en utilisant un produit qui est, lui, issu de la nature. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Il y a d'autres choses qui se jouent aussi sur les durées de vie des matériaux, entre autres, et c'est parfois un petit peu plus complexe. Tout ça est assez bien monitoré et suivi, mais comme toujours, on fait face parfois à de grands géants de l'autre côté qui ont une puissance de frappe qui est largement supérieure à la nôtre. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai peut-être une autre question. Vas-y, Alice. De Isabelle qui dit aucun isolant, c'est plutôt une remarque. Aucun isolant n'est étanche à l'air, l'étanchéité est donnée par le pare-pluie côté extérieur. Une laine minérale sans pare-pluie n'isole pas. Pourtant, les déchets ont également une teneur de carbone. Pierre, de Isoproc. Oui, donc je ne sais pas répondre à la partie carbone de la remarque, mais sur la partie étanchéité à l'air, je veux bien dire un mot. Il y a beaucoup d'isolants biosourcés qui ont une étanchéité à l'air. On n'appelle pas ça une étanchéité à l'air réellement parce que ce ne sont pas des matériaux d'étanchéité à l'air, donc je vais plutôt utiliser le terme effet freinant à l'air. Qui sont très intéressants. L'effet freinant à l'air des matériaux biosourcés est justement obtenu grâce aux fibres. On parlait en introduction des fibres naturelles des matériaux biosourcés. Ces fibres vont s'enchevêtrer. Le fait qu'elles s'enchevêtrent va rendre le passage d'air à travers l'épaisseur d'isolant beaucoup plus compliqué. Et tout le monde comprend que si l'air ne traverse pas l'isolant, ben, il isole davantage. Et donc, les matériaux isolants, si vous mettez un pare-pluie extérieur et un panneau intérieur ou une étanchéité à l'air intérieur identique, en comparant un matériau biosourcé avec une laine de verre, vous aurez une meilleure efficacité avec un isolant biosourcé. Moi, je parle des fibres de cellulose qu'on connaît et on a des valeurs chiffrées. On a constaté par exemple qu'en insufflant avec des boîtes de cellulose une maison qui était déjà passive avec une étanchéité à l'air très basse pour ceux que ça intéresse, on savait encore améliorer de 2 la performance passive du bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est testé, qui est avéré et qui est valable pour tous les isolants biosourcés puisque ce sont vraiment cet enchevêtrement des fibres qui fait qu'on va freiner le passage de l'air. Voilà. Merci beaucoup pour ce complément de réponse. On a aussi reçu 2 questions pour Wool Concept à propos de la laine de mouton. Alors la première, c'est: y a-t-il des mesures à respecter pour les normes incendie et est-elle considérée comme un produit biosourcé au sens de la surprime de la région wallonne?
Alors, concernant le traitement incendie, en fait, elle n'est pas traitée contre le feu. On envisage en fait de faire un produit RF l'année prochaine. Donc là, elle sera traitée en anti-feu. Mais de base, en fait, la laine, elle ne brûle pas, elle charbonne. Il faut plus d'oxygène qui est présent dans l'air pour qu'elle brûle. Donc, au niveau du feu, de base, en fait, la laine a déjà voilà, elle a déjà un bon coefficient anti-feu. Et concernant le label produit biosourcé, on vient effectivement d'obtenir le label. Donc, pour la surprime, je veux dire, on est bien dans les clous. Merci beaucoup. Il y a aussi une question à propos plus d'enduit. Il me semble que Otra, j'avais vu que vous vous occupiez aussi d'enduit. Que se passe-t-il si je mets de la paille de lin à la place du chanvre pour un mélange chaud-chanvre? Dans le sens, j'imagine, est-ce que ça diminue les capacités, etc. Alors, si je comprends bien la question, c'est de remplacer le chanvre par du lin. Alors, il faut vraiment faire des tests et valider l'ensemble. On peut faire des isolants. Oui, c'est un peu compliqué. Il faut maîtriser les choses. Maintenant, les isolants à base de chanvre, quand on fait du chaud-chanvre, ces éléments-là sont calibrés et quand même un petit peu normés. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le mélange doit être suffisamment, c'est un peu technique, le mélange doit être, on doit avoir suffisamment de chanvre pour faire en sorte, ou de lin, dans ce cas-ci, pour répondre à la question, pour que ça isole un petit peu. S'il n'y avait que de la chaux, ça n'isolerait pas du tout. Pas bien. Ok, merci beaucoup. Alice, je te donne la parole pour le chat. Oui, je voudrais peut-être donner la parole à Pierre. Là, il y a une petite conversation dans le chat et je me dis que c'est pas mal de le partager à tout le monde au sujet de la vapeur d'eau et du passage de l'air. Je vous avoue que c'est un peu trop précis pour moi. Du coup, je voulais peut-être Pierre ou Julien, enfin, je ne sais pas si quelqu'un sait Je crois qu'il y a des clarifier. conclusions, en effet. Enfin, ça serait bien de recentrer un peu ce sujet. Oui, il faut recentrer le sujet. Tout à fait. Voilà. Je veux bien donner mon point de vue. D'accord. Donc, pas un point de vue, mais donc l'étanchéité à l'air, c'est primordial dans un bâtiment. Si on a un bâtiment isolé qui n'est pas étanche à l'air, il ne sera pas isolé, ça ne va pas marcher. Vous pouvez mettre 2 mètres d'isolant, si le bâtiment n'est pas étanche à l'air, qu'on ouvre les portes, ça ne fonctionnera pas. Donc l'étanchéité à l'air, c'est quelque chose de très important. Souvent, on confond étanchéité à l'air et on dit une maison étanche à l'air, c'est un tupperware, ça ne respire pas, ça n'a rien à voir. Donc, il y a des maisons, on parlait des maisons avec des matériaux biosourcés. Les matériaux biosourcés, on utilise l'emploi d'un frein-vapeur et pas d'un pare-vapeur. Ces matériaux biosourcés ont la capacité de transmettre la vapeur d'eau de l'intérieur du bâtiment jusqu'à l'extérieur. Donc, le matériau va absorber cette vapeur d'eau sous forme de vapeur et l'évacuer. Sur les isolants plus conventionnels, minéraux notamment, les laines minérales par exemple, là on utilise des pare-vapeurs. Le concept de cet isolant, c'est qu'il ne supporte pas du tout la vapeur d'eau, c'est tout à fait, ça ne fonctionne pas, et on estime qu'on met un film complètement étanche à la vapeur d'eau pour empêcher cette vapeur de migrer à l'intérieur. Donc c'est déjà 2 concepts différents quand on construit un bâtiment. Quand on construit un bâtiment avec des matériaux biosourcés, on va travailler avec des freins de vapeur. Quand on travaille avec des matériaux des laines minérales, on va travailler avec des pare-vapeurs. À mon sens, c'est beaucoup plus intéressant de travailler avec un pare-vapeur parce qu'un frein de vapeur, un pare-vapeur, il faut considérer qu'il n'y aura jamais un trou dedans. Ça me paraît impossible que la vapeur ne puisse pas rentrer. Alors, la perspirant des matériaux, donc le frein de vapeur, il va donc diffuser lentement cette vapeur d'eau à travers l'isolant, mais il va aussi avoir un rôle d'étanchéité à l'air. Donc, il va empêcher des fuites et il va empêcher les courants d'air dans le bâtiment. Donc, ça a 2 fonctions assez primordiales. Dans le cadre de PyTech, on n'utilise pas de membrane. Je pense qu'à ma connaissance, dans le cadre de tous les autres isolants ici présentés, on va plutôt utiliser des membranes, peut-être évidemment le bloc de chaud-chanvre. Et donc, une laine, en général, on utilise une membrane, un frein vapeur. La cellulose, on va utiliser un frein vapeur aussi, qui est souvent une membrane, un film. Chez PyTech, on utilise un enduitaire directement sur la botte de paille qui va avoir le même rôle. Donc, on met 5 cm d'argile et il va avoir le rôle d'étanchéité à l'air, vu son épaisseur.
et de frein de vapeur et de diffusion de la vapeur d'eau. Donc, on va bien être dans un bâtiment qui va être étanche et permettre de faire des bâtiments passifs. Il faudra donc ventiler le bâtiment, que ce soit de matière naturelle ou mécanisée. Ça, c'est indispensable. Donc, il faudra maîtriser la ventilation. Mais la vapeur d'eau va pouvoir se gérer d'elle-même dans la paroisse. La ventilation va le faire aussi, mais imaginons qu'on coupe les ventilations, on va quand même avoir une régulation hygrométrique grâce à ces matériaux. Voilà, donc, c'est pas l'étanchéité à l'air est gérée par l'intérieur du bâtiment, pas par l'extérieur. Ce n'est pas les pare-pluies qui gèrent l'étanchéité à l'air en général, c'est plutôt les freins de vapeur à l'intérieur. Et c'est très important de mettre en œuvre correctement ces freins de vapeur dans tous les cas. Est-ce que Pierre, tu veux compléter parce que tu avais commencé à répondre? Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est tout à fait juste ce que dit Julien. D'abord, c'est vrai que c'est une bonne approche, chez PyTech de travailler avec des enduits épais. L'enduit épais, va permettre d'être étanche à l'air, donc l'air ne traverse pas et il va permettre aussi une régulation, de l'humidité. Alors, je veux, rajouter 2 choses par rapport à ça puisqu'il y a des questions techniques, ceux que ça intéresse. Donc, une laine de verre en soi est, tout à fait capable de laisser passer la vapeur. Donc ça, il faut être assez réglo dans le débat, elle laisse passer la vapeur, simplement, elle ne va pas pouvoir l'absorber. Et c'est là qu'on arrive avec les isolants biosourcés à un avantage qui est vraiment très important. On en a parlé en introduction, mais je vais expliquer pourquoi, parce que sinon, dans l'introduction, ça passe à la trappe. On se dit oui, c'est bien, c'est durable, mais on ne comprend pas pourquoi. L'intérêt des isolants biosourcés, c'est que ils vont faire comme une laine de verre, à savoir qu'ils sont neutres généralement pour le transfert de vapeur. Donc la vapeur peut rentrer ou sortir. Donc, ils ne vont pas faire un blocage de la vapeur dans la paroi. Donc, ça, c'est intéressant. Mais l'avantage qu'ils ont, en plus qu'une laine de verre ou une laine de roche, quelque chose comme ça, c'est qu'ils vont permettre de stocker. Ils vont absorber une certaine quantité d'humidité. Et outre les aspects de régulation hygrothermique pour le confort intérieur, c'est vrai que ça permet, dans beaucoup de cas, d'avoir une paroi qui peut absorber l'humidité et puis la restituer 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Et cet aspect-là, c'est l'aspect qui va permettre justement la pérennité. Dans les approches biosourcées, on peut dire que on ne se met pas dans un monde idéal où il n'y aura jamais d'humidité, parce que ça, il ne faut pas non plus trop rêver. On en parlait dans le chat, des gens disent: «Oui, il y a des petits trous autour des prises» et cetera. Donc on ne se met pas dans ce monde idéal où il n'y a jamais de défaut. On sait bien qu'il y a des défauts quand on construit, mais par contre, on réfléchit: «Tiens, s'il y a un défaut, s'il y a une humidification, comment est-ce que je peux faire pour que ma paroi, dans laquelle j'ai investi pour toute la vie, comme disait Charlotte, que ma paroi, soit durable et sache sécher?» Donc en fait, on réfléchit en biosourcé. Chez Isoproc, nous, c'est depuis longtemps qu'on pense à ça, mais on peut appliquer ça à beaucoup d'isolants biosourcés. On réfléchit au concept de comment la paroi peut sécher pour, justement, dans la vie du bâtiment, s'adapter à toutes ces situations et être du côté de la durabilité. Voilà. J'espère que c'est clair. Pardon, voilà, il n'était pas. Merci beaucoup. Je vous propose de faire encore 3 questions, car je vois qu'il est déjà 19h16 malheureusement. Alors, au niveau du chanvre, il y avait une question. J'envisage de construire en bloc de chanvre. J'ai noté un produit intéressant pour l'enduit extérieur, une projection de liège. Est-ce un problème de projeter un enduit imperméable sur les blocs? Merci. Alors, il faudrait vraiment contacter le service technique pour pouvoir valider les faisabilités au niveau des enduits de finition. Maintenant, j'imagine que le liège et le bloc de chanvre, ils fonctionnent très bien ensemble. Donc, a priori, on ne voit pas de contre-indication nette. J'imagine que l'enduit doit sans doute être un enduit de chaux. Et donc, voilà, à première sens. Maintenant, c'est vraiment important. Chaque projet, c'est vraiment très, très difficile toujours de tirer des conclusions générales et généralistes. Chaque projet, il est vraiment unique. Il nécessite de pouvoir répondre à vos questions en ayant connaissance de tous les éléments, de la composition des murs, si on est dans le cadre d'une rénovation, et des finitions que vous allez étudier. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter auprès du service technique via l'adresse info@isoem.com.
Merci beaucoup. Alors, une question pour Gramiterm. Où se place l'isolant Gramiterm en termes de performance et d'empreinte carbone? Et la personne vous remercie d'avance. En termes d'empreinte carbone, écoutez, on a un bilan carbone négatif, c'est-à-dire qu'on émet moins de carbone qu'on en piège, quoi. Voilà. Donc, on piège plus de carbone qu'on en émet. Donc, on a un bilan carbone négatif. 1 kg de gramiterme absorbe 1,5 kg de CO2. Et tout simplement parce que la matière première, l'herbe, par la photosynthèse, capte énormément de carbone. Et puis, c'est un matériau qui se renouvelle extrêmement vite. C'est la biomasse qui se renouvelle le plus rapidement par rapport au bois, par rapport aux autres biosourcés, puisque nous, en général, on a 2 à 3 coupes par an pour notre matière première, pour obtenir notre matière première. Ensuite, les performances, c'est tout simplement des performances de bon sens, c'est-à-dire que Gramiterm est un excellent isolant contre les chaleurs d'été, comme les autres biosourcés. Et Gramiterm, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les autres biosourcés, a une durée de vie de 50 ans, tout simplement parce que, comme les autres biosourcés, il régule l'humidité. Le Gramiterm, à contrario des laines minérales, n'est pas détruit par l'humidité. Donc ça, c'est un point très important. Enfin, je dirais que dans les performances intéressantes, c'est qu'il apporte une quiétude. Quand vous isolez avec du Gramiterm, ce n'est pas un isolant, c'est un absorbeur des sons, des bruits. Et donc, ça vous donne un confort intérieur, un bien-être dans les pièces. Et puis, c'est un exemple d'économie circulaire, cradle to cradle. On valorise un déchet et on en fait un isolant de l'herbe déchet, parce que c'est de l'herbe qui n'est pas utilisée pour le fourrage des animaux. Et on essaye de travailler, c'est pas on essaye, on travaille localement, voilà, avec une herbe wallonne. Voilà. Merci beaucoup. Et on a aussi une question concernant le liège expansé. Il y a quelques questions, enfin il y a plusieurs sous-questions. Par exemple, quel est le poids au mètre cube par 10 cm d'épaisseur? Quel est le coefficient R? Donc pour tout ce genre de caractéristiques, je me permets de vous rediriger vers les fiches techniques du cluster éco-construction, que je mets le lien dans le chat. Et sinon, il y avait une question, cela rentre-t-il dans les primes de la région wallonne? Si oui, y a-t-il des producteurs belges? Il me semble que c'était Otra qui avait dit qu'il s'occupait du liège. Alors, il n'y a pas de producteur belge. Le liège, en règle générale, est fabriqué, enfin est récolté souvent au Portugal, un petit peu en France, mais les gros fabricants, c'est aux alentours du Portugal ou au Maroc. Et comme la disponibilité du liège est très limitée, ils n'ont pas passé tous les agréments, les ATG qu'il faut pour être agréé. Donc, quelquefois, c'est un peu compliqué. Donc, il n'est pas considéré comme biosourcé parce qu'ils n'ont pas fait la démarche de l'être. Et donc, voilà. C'est une question de disponibilité aussi du produit et de volonté des fabricants de rentrer ou pas dans le fonctionnement qu'on a, mais ici, ils n'ont pas la volonté de le faire parce que de toute façon, leur production est déjà vendue avant de la récolter. Donc, ça, c'est la problématique. Et c'est vrai que le liège, ça devient un peu compliqué d'en avoir et de garantir des délais. Donc, ça, c'est un autre problème. Je rebondis juste sur la question de l'enduit de liège sur bloc pour compléter ce que disait Charlotte. Souvent, les enduits à base de liège sont faits avec de la chaux, c'est ce qu'elle disait, et donc ça veut dire que c'est ouvert à la vapeur d'eau, et donc théoriquement, ça devrait fonctionner. Maintenant, il faut voir les fiches techniques, mais voilà. Je referme la parenthèse.
Merci beaucoup. Sibylle, tu voulais... Oui, je voulais apporter une précision par rapport aux isolants à base de liège. En fait, il y a 2 isolants qui ont introduit leur dossier de demande pour être reconnus isolants portant le label produit biosourcé. Donc, les dossiers sont en cours. Donc, je pense que d'ici 1 ou 2 mois, on pourra ajouter du moins l'isolant Isocor à la liste des isolants biosourcés. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Merci beaucoup pour le complément d'information. Et je vais peut-être prendre une dernière question du chat parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et voilà. Donc, les isolants biosourcés contiennent-ils des sels de bore ou autres adjuvants contre les rongeurs? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole à ce propos-là. Moi, je veux bien parler pour la ouate de cellulose IQ3 de Isoproc. Effectivement, la ouate de cellulose IQ3 est traitée entre autres avec des sels de bore et l'autre adjuvant, c'est le sulfate de magnésium. Et ça permet d'obtenir un isolant qui est effectivement efficace contre les rongeurs, sachant qu'il n'y a jamais aucune garantie, sauf peut-être pour la paille, mais ça, je laisserai Julien en parler. Très efficace contre les rongeurs et contre la résistance à incendie. Donc voilà, ça, c'est une concession faite à une vision très pure qu'on pourra avoir pour un isolant biosourcé. Et donc, voilà, l'impact environnemental et pour la santé environnementale est vraiment très faible du sel de bore et pour la santé aussi. Donc, a priori, ça n'a jamais été dans tout ce qu'on a constaté jusqu'à présent un frein ni pour les placeurs de ouate de cellulose, ni pour les personnes qui veulent la faire placer dans leur habitation. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Sibylle, tu veux encore une fois intervenir ou la main était déjà levée de la dernière fois? La main est levée tout à l'heure pour répondre à la question. Oui, attends, je vais Pas de souci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rebondir? Je viens, moi, de répondre par écrit, mais en ce qui concerne le bloc de chanvre, nous, dans notre cas, c'est la chaux, en fait, qui assure cette résistance au feu, tout d'ailleurs, comme la résistance aux rongeurs, aux nuisibles, et qui va conférer aussi de nombreuses propriétés hydriques. Voilà, donc nous, on est juste avec de la chaux aérienne et de la chaux hydraulique. On n'a pas d'ajout autre. Et on offre une résistance au feu qui peut aller jusqu'à 2 heures en fonction des épaisseurs. Et contre toute attente face au chanvre, pas de fumée toxique ou autre, ce qui nous laisse largement le temps de pouvoir intervenir en cas de dégâts, malheureusement. Voilà. Oui, comme on m'a posé la question en ce qui concerne PailleTech, il y a les souris, c'est dans les champs, c'est pas dans la paille, enfin, c'est pas dans les maisons. Il y a un enduit, c'est l'enduit terre qui fait la résistance au feu, il n'y a aucun produit ajouté à la paille. Mais la paille est mise en œuvre dans un cadre en bois en périphérie de 45 mm d'épaisseur sur toute l'épaisseur de la paroi, donc aucun passage possible pour les rongeurs. Et on a 5 à 6 cm d'enduit terre, donc 120 kg par mètre carré d'enduit terre qui est posé directement sur le ballot de paille. Donc il n'y a pas d'accès pour les souris qui devraient, enfin si elles arrivent à la paille, normalement elles ne devraient plus avoir de dents, plus que des gencives pour un peu chiquer la paille qui pourrait éventuellement. Mais donc voilà, non, il n'y a pas, c'est même plutôt favorable si vous, dans les laines minérales et dans toutes les laines, on peut aussi avoir des souris. Enfin, c'est pas plus dans les isolants biosourcés qu'il peut y avoir des rongeurs. Les rongeurs, ils vont nicher dans des vides. Et donc, si on ne crée pas de vide, on n'a pas de rongeurs et ils préféreront aller dans votre armoire à biscuits que dans vos murs s'ils ont l'opportunité d'y aller. Merci pour la précision. Alors, je ne sais pas, je vais devoir clôturer malheureusement les questions. Il est déjà 19h26, on pourrait y passer des heures. Et c'est chouette de voir toutes les réactions et toutes les questions qui arrivent au fur et à mesure. Je ne sais pas si un des intervenants voudrait rajouter quelque chose pour clôturer un peu. Et moi, juste le concept, en fait, pour la partie rongeur. Nous, le seul adjuvant en fait, qui est présent dans la laine, c'est de la permétrine, en fait, donc c'est concernant les mites. Donc voilà, il faut absolument traiter la laine contre les mites, sinon il y a des mites. Mais voilà, c'est moins de 1% en fait au kilo d'adjuvant. Donc je pense que c'est comme la cellulose, en fait, la quantité est tellement faible que voilà, il n'y a pas forcément
de problèmes lors du placement et même pour vivre avec. Et pour tout ce qui est rongeurs, en fait, le panneau de laine en fait, est tellement dense que les rongeurs n'arrivent pas à s'y nicher. Donc voilà, comme Julia le disait, les rongeurs vont dans l'isolant où ils peuvent gratter et passer facilement. On avait fait d'ailleurs une expérience en 2 compartiments, la laine de roche et la laine de mouton. Et voilà, la laine de roche était toute enlevée et la laine de mouton n'avait rien. Et on a des photos à l'appui. Donc voilà, c'est... Génial. Est-ce qu'on peut trouver ces informations-là sur le site ou quelque part, cette étude? Je peux vous les envoyer par contre, Ok, les images. parfait, ça Il y a pas de m'intéresse, souci. merci. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir pour une dernière fois? Ok. Alors, on va aller vers la conclusion. Merci beaucoup. Encore une fois, j'espère que ça aura pu éclairer certains aspects de l'éco-construction. Pour les questions qui n'auraient pas été répondues aujourd'hui ou pour toute autre question éventuelle, nous restons à votre disposition. N'hésitez pas à envoyer un mail à info@ecoconso.be ou à directement contacter les entrepreneurs ou les experts. Je vais faire un bref rappel des activités qui sont organisées en ce beau mois de novembre. On a la 10e édition des Portes ouvertes éco-bâtisseurs, où il y a plus de 60 maisons à visiter en Wallonie et à Bruxelles. Ça peut être des maisons autoconstruites, des maisons en paille, on en a un peu plus d'une dizaine, ou des maisons passives, etc. Rappel des dates, on a ce week-end encore le 11, 12, 13 novembre, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site ecobâtisseur.be. Nous avons également 2 autres webinaires organisés. Un le lundi 14 novembre à 18h en ligne, donc même horaire, sur le certificat PEB et l'amélioration énergétique des logements. Et un dernier, le lundi 21 novembre, pareil pour les horaires, l'architecture frugale, mieux avec moins. Dans l'architecture frugale, c'est une démarche de simplification globale des bâtiments, en résumé. On a aussi un atelier pratique le samedi 19 novembre qui est plein à ce jour, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente, il y aura peut-être des annulations. C'est de 10h à 16h à Gèves. Et on organise également avec le cluster 2 tours thématiques, un le mercredi 16 novembre, toute la journée, où c'est un tour de bus de chantier pour les maisons qui ont bénéficié de la surprime mise en œuvre de matériaux biosourcés. Et le jeudi 17 novembre à Bruxelles, de 10h à midi. Et là, le titre, c'est Visite découverte de bâtiterre et ses 2 modules circulaires. Et pour toutes les autres informations, n'hésitez pas à aller sur le site ecobâtisseur.be ou l'email info@ecobâtisseur avec un s.be. Nous vous souhaitons une excellente soirée et au plaisir de tous vous revoir. Merci. Bonne Merci, au soirée. revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Au revoir et Merci Merci beaucoup. à tous, au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.